Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remercier la FIRA de nous avoir invités et également la GOFAR. Je suis Heather Hampston, je représente Meister Media au niveau mondial et nous sommes dans l'Ohio et je co-préside les initiatives mondiales Tech. Je suis ici avec Thierry Lebriquet, René et Pierre Lavaille et chaque orateur va donc se présenter. Je suis très heureux de vous rencontrer. Thierry Lebriquet, je suis donc directeur des récoltes spéciales pour le CNH. Bonjour. Pierre Lavaille, je suis le président de groupe T3M néerlandais et qui exploite ses produits dans différents domaines agricoles. René Corsus, je suis éditeur spécialisé dans l'agriculture de précision et la robotique. C'est un magazine qui est également présent sur le web et qui est spécialisé, qui fait beaucoup de travail sur la robotique. Merci beaucoup et vraiment félicitations pour T3M. Donc nous allons parler des tendances pour le marché robotique et agroalimentaire en général et nous allons établir un bilan de la situation actuelle. Commençons avec René. Ce qu'on voit dans l'espace de la robotique agricole aujourd'hui en Europe, dans le contexte actuel mondial, qu'en pensez-vous? C'est une question extrêmement large et très pertinente, en effet. Et dans le magazine, nous avons vraiment créé des guides d'achat de produits robotiques et nous établissons des statistiques sur les robots qui sont vraiment en exploitation aujourd'hui sur le marché. Et ce que nous voyons en 2023, il y a eu 73% de plus de robots supplémentaires que l'année antérieure. C'est pour le monde. Nous voyons également dans les tendances qu'il y a des producteurs de robots qui disparaissent assez récemment. Meropi a disparu. Et des petites entreprises de robotique agricole. Donc c'est la semaine, pas plus tard que la semaine dernière. Donc c'est tout de même un marché assez turbulent. Et la croissance, le premier catalogue donc a été édité en 2020. Et lorsque vous regardez sur les statistiques, il y a 266 robots opérationnels et aujourd'hui, il y en a 2500. Donc vraiment, c'est 10 fois plus au niveau mondial, encore une fois. Du point de vue des producteurs, Thierry, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui sur le marché? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la situation actuelle, elle ne peut pas continuer telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut trouver des solutions qui soient durables pour le RSE. On ne sait toujours pas quoi faire. Ce n'est pas très clair avec les gammes de produits des différentes machines que nous devrions avoir, que nous pourrions avoir pour les récoltes spéciales des fruits et légumes. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut changer notre approche au niveau général, réduire le temps de cueillette. Je passe par exemple à la Californie pour les amandes. Certains de nos collègues américains sont ici. On ne peut pas continuer ainsi. La situation est telle qu'elle est. Nous travaillons vraiment de manière très concertée avec beaucoup de start-up qui contribuent également à ce type de progrès dans la robotique. Donc, de votre perspective, de mon point de vue, du point de vue des distributeurs, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui sur le marché? Je ferai les mêmes remarques. Nous adhérons parfaitement, nous sommes connectés aux clients et on sait que quelque chose doit changer. Mais ils ne savent pas également comment vraiment s'y prendre, quelle action prendre, quelle décision prendre.
finalement, dans certaines zones, les exploitants agricoles et la manutention va disparaître pour certaines cultures. Donc, des choses doivent changer. Mais nous sommes vraiment au milieu du gué entre les producteurs et les clients, et les startups veulent nous vendre de la nouvelle technologie, des nouveaux produits, mais en tant qu'agents commerciaux, eh bien, on doit distribuer des produits technologiques stables. Et pour l'instant, c'est peu stable ce qui est proposé. Donc nous cherchons à coopérer de manière forte avec les démos pour connecter la technologie avec les clients et les clients avec les startups. Mais en tant qu'agent, encore une fois, nous devons réellement changer notre manière de distribuer ces produits de nouvelles technologies. On va avancer vraiment plus en avant sur ce point. J'aimerais commencer en disant qu'est-ce qu'on voit au niveau des machines, la technologie. On voit beaucoup de choses dans les zones de démo. Si vous n'avez pas encore eu l'opportunité, allez voir, c'est vraiment très intéressant. Mais quel type de machine est-ce qu'on va... à quel type de machine doit-on s'attendre dans les années qui viennent sur le marché? Comme on le disait, il va y avoir beaucoup de nouvelles technologies, surtout en ce qui concerne les vignobles, plus que dans les autres secteurs. Pour l'agriculture de précision, c'est déjà le cas aujourd'hui. Dans notre entreprise, nous avons une équipe spécifique, New Tech, qui a commencé il y a 3 ans. Et j'ai créé cette équipe en janvier 2020, après mon passage à la FIRA, en réalisant que quelque chose allait changer. Et cette équipe est composée de 5 jeunes techniciens, et ils sont complètement déconnectés du reste de l'entreprise. Et cette équipe, elle ne génère aucune rentabilité pour l'instant. Mais il faut vraiment saisir cette technologie parce que, encore une fois, il faudra travailler avec cette technologie d'ici à 5 à 10 ans. Donc il faut se préparer aujourd'hui. Et en tant qu'agent avec New Holland également, on doit travailler avec vous. Et nous avons eu des débats très intenses sur la manière dont on devait distribuer et assurer le service, quel type de moteur, quel type d'énergie, quel personnel devions-nous recruter aujourd'hui pour être prêt le jour J, quel type d'agent de représentation d'agence devait-on installer en France, avec la création d'une commission de la robotique. Également, ce sont des questions. Et pour voir les nouvelles technologies émerger, donc nous devons nous préparer à être prêts d'ici quoi? On a dit 2 à 5 ans, 10 ans maximum pour assurer le service de l'exploitation de ces robots. Mais je crois que ces machines, je suis tout à fait persuadée qu'aucune de ces machines on ne va pas... Ce qu'on voit aujourd'hui, elles ne marcheront peut-être pas dans 5 ans, je ne sais pas. Parce que c'est un monde complètement nouveau. Alors Thierry, quelle est votre réponse? Vous avez peut-être plus de recul quant à la robotique agricole.
Si je regarde les récoltes spéciales, si on les compare aux grandes cultures, on n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers temps. Tous les investissements qui ont été faits, donc c'est plutôt les récoltes de rendement. Mais les choses changent et pour tout ce qui est spécialité, mais également par rapport à leur capacité à absorber les nouvelles technologies par le secteur. Et René mettait en avant le nombre, moi j'appelle ça des animaux, ces machines qui courent dans les champs. En fait, c'est beaucoup plus que ce qu'on a au niveau des cultures de rendement. Donc nous savons que c'est tout de même très lent, l'évolution est lente, mais si on regarde la révolution du GPS, en fait, on peut voir qu'on peut monter en échelle, on peut vraiment renforcer les choses par rapport aux cultures commerciales. Et je sais qu'il y a ces nouvelles générations, un nouveau millénaire, et on recherche ce type de nouvelles solutions high-tech. Et lorsqu'on regarde en France, vous savez que 50% de nos exploitants agricoles vont prendre leur retraite d'ici à 5 à 10 ans. Et donc il faut garder ceci sur le champ, et les nouvelles technologies sont là pour attirer les plus jeunes. Donc on est lent, le virage est long à prendre, mais nous avons des solutions qui sont disponibles pour aborder cette révolution de manière positive. Merci. René, je vais vous poser cette question. On parle beaucoup, et Pierre en a parlé également. C'est très important pour les agents, les distributeurs, savoir ce qui se passe et essayer de guider les exploitants agricoles sur leurs décisions. Sur quel segment de marché est-ce que les distributeurs devraient se concentrer finalement? J'aimerais dire d'abord que je ne suis pas d'accord complètement avec vous, Pierre. Quand vous dites qu'ils ne sont pas stables, je ne suis pas d'accord. Il y a des robots qui sont tout à fait stables, et nous avons des clients très heureux qui travaillent avec les robots, notamment dans les vignobles français. Évidemment, la main-d'œuvre est vraiment un problème, une question grandissante pour la récolte de certains fruits. Il y a des fruits qui restent dans les champs parce qu'il n'y a plus de personnel pour les cueillir. C'est vraiment une grosse question, et vraiment les robots peuvent résoudre cette question de manutention et de personnel. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insisterai. Également, il y a beaucoup d'équipements de désherbage par laser autonome, mais en plus, on peut le mettre derrière le tracteur. Et il y a le premier aux Pays-Bas qui est en opération. Et en tant que dealer, en tant qu'agent, il faut soutenir ceci. Nous avons également... Il y a eu 2 distributeurs néerlandais qui ont signé un accord de distribution pour des robots de désherbage. Donc vraiment, je me concentrerai sur le désherbage. Il y a beaucoup de producteurs qui proposent sur le marché d'excellents robots de désherbage. Et ils sont très stables. Ce sont les premiers à l'avoir fait. Donc pour la récolte par robot, c'est encore très très tôt. Mais si vous regardez ce qui se passe, mais par exemple pour la récolte des fraises, par exemple, ou des raisins ou des pommes, on a vu il y a également des drones qui interviennent avec Kubota. Donc je vais me concentrer sur les solutions pour soit en annexe, soit par robot. Également pour la cueillette du raisin. Ça peut aussi être très intéressant, et c'est là que j'insisterai. Des applaudissements dans la salle.
Lorsque vous parlez des produits qui sont stables, je dirais la même chose. Ils sont stables en tant que produits qu'on peut utiliser aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas stables sur, du point de vue de l'agent, car on est habitué à un certain volume de vente de tracteurs, de machines de récolte. On a le même modèle avec différentes motorisations. Et il faut que ces nouvelles machines entrent sur le marché et il faut les proposer différemment. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une équipe dédiée, car il faut changer les mentalités. Changer les mentalités partout au sein des entreprises de production, comme New Holland, qui a créé cette équipe spéciale pour cette nouvelle technologie, mais également notre propre mentalité. Et avec les startups, elles doivent également s'adapter un petit peu à notre manière de penser aujourd'hui. On ne peut pas... On peut facilement améliorer l'énergie, mais comment améliorer nos ressources financières? Ce n'est pas si simple. Nous avons l'habitude d'avoir un gros stock de tracteurs, par exemple. Mais on ne peut pas avoir un gros stock de robots, parce que le prix d'achat du robot est tout de même très élevé comparé à alors qu'il n'est pas facile à vendre. C'est pas aussi facile à vendre qu'un tracteur. Donc il faut trouver de nouveaux moyens d'arriver à des contrats qui satisfassent tous les intervenants, absolument. Et le business model doit changer également. Et je crois que c'était bien de mettre une jeune équipe, car elles vont apporter plus de support que les marques de tracteurs classiques. Peut-être que vous allez voir un tracteur qui a été testé, mais l'entreprise de robots n'existe pas encore. Et il y a 5 ans, elle n'existait pas. Donc il y a des robots tout à fait fiables qui sont sur le marché aujourd'hui. Mais voyons ce que l'avenir nous réserve. Oui, de toute façon, nous nous adapterons, c'est tout à fait certain. Thierry, quel est votre... Parlons plus spécifiquement des technologies et est-ce qu'elles sont embarquées avec les machines. Et cette technologie, quel impact elle a sur le marché? Quel serait pour l'avenir? Comment voyez les choses? Comme je le disais, nous sommes très heureux car les cultures de rapport nous permettent d'avoir accès à beaucoup de technologies peu chères et ça vient d'autres secteurs d'activité. Je parle de l'électricité, tout ce qui est machine learning, les capteurs, etc., l'irrigation. Et ils sont compatibles. On peut travailler ensemble avec des secteurs agricoles différents, sur les fruits et légumes notamment. Et René a parlé de solutions comme par exemple les drones qui récoltent les pommes. Et il y a de nombreuses façons de gérer ces données, de les rassembler et de prendre les bonnes décisions. C'est le CN Act. Donc, en tant que gros producteur, notre idée est d'essayer d'arriver à une meilleure compréhension et à réorganiser les choses, voir comment on peut l'appliquer également, comment on peut digérer ceci par rapport à nos machines. On parle souvent du concept de robotique. Alors, c'est étape par étape. Nous intégrons dans notre portefeuille, par exemple, la récolte du raisin. Il y a des systèmes de direction intelligente basés sur un système GPS. Et
il y a des conditions de récolte très compliquées avec d'importants dévers dans les vignobles. Donc cette nouvelle technologie nous permet d'apprendre également. Comme Pierre le disait auparavant, c'est un écosystème complet. Ce n'est pas juste les agriculteurs qui doivent gérer ces nouvelles technologies, ce n'est pas simple, mais également ils doivent leur faire confiance. Car s'il y a un problème, c'est facile de s'en défaire, mais non, ce n'est pas facile de s'en défaire, justement. Et donc, pour les clients également, tout ce qui est partie technique, tout ce qui est pièces détachées, il faut complètement réinventer ce secteur d'activité qui est vraiment implanté depuis de très nombreuses années. Donc, il faut apprendre très rapidement. Nous avons créé une équipe dédiée parce que nos process vont être différents. Cette nouvelle technologie, les startups qui travaillent dans ce domaine, quelquefois on est des éléphants comparés à ces petites startups très très agiles, très maniables et rapides. Donc il faut également adapter nos process pour faire des tests sur le champ, des validations. On ne peut pas essayer dans 5 ans. Quelquefois, il faut prendre des risques avec cet écosystème, y compris nos agents, pour être rapide, proche d'eux, réactif et efficace. Tous ces nouveaux défis pour nous. Et Pierre, avez-vous vu de nouvelles technologies qui pourraient influencer, impacter l'agriculture plus que d'autres dans les 10 années à venir? Alors écoutez, je pense que... je vais vous dire, nous on a vendu nos 2 premiers robots l'an dernier. C'était Naio Technologies et ces 2 robots fonctionnent plutôt bien. Et cela nous rend confiants en l'avenir. Cependant, nous sommes également confiants dans le fait que l'autonomie des robots sera la grande question pour toutes les opérations, du semis à la récolte. Des entreprises comme Kuhn seront très importantes dans ce secteur, notamment. Autrement dit, il y aura de grands changements, dans différentes catégories d'agriculture, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un nouveau monde. C'est un monde nouveau. Et je sais que nous ne savons pas à quoi il ressemblera. J'aimerais que nous nous retrouvions dans 5 ans. Et dans 5 ans, je pense que, j'espère que nous serons ici, et on se dira, disons, il y a 5 ans, on n'aurait jamais pu imaginer que ces ruptures technologiques nous aient amenés au point où nous en sommes. Qui aurait pensé qu'il serait possible de cueillir des pommes avec un robot? Je pense à ce robot israélien et ce robot américain. Il y a 5 ans, tout le monde disait « mais ça ne va pas marcher ». Et pourtant, force est de constater que ça marche très bien. Par conséquent, je suis prêt à parier que dans 5 ans, il en sera de même. Aimeriez-vous réagir à ce point? Écoutez, il est bon que Pierre souligne effectivement la partie animale. Je pense notamment aux robots de traite. Il y a plusieurs années, de nombreuses années, le premier robot de traite a été installé. C'était en Hollande, et il a fallu 30 ans
pour que cette technologie de traite robotique devienne prépondérante aux Pays-Bas. Il a fallu donc 30 ans entre l'invention et la prépondérance. J'espère que ça ne prendra pas 30 ans cette fois-ci, mais cela dit, il faut du temps, il faut donner le temps au temps, il faut laisser le temps également aux nouvelles technologies et penser effectivement au salon d'il y a 25 ans et à quoi il ressemblait. Cependant, il faut dire que nous sommes sur la voie du progrès et lorsque les fabricants commencent à croire dans ces technologies, alors effectivement, on peut avancer, mais la grande question, c'est l'autonomie. Et il faut y croire. Sinon, personne ne dépensera des millions, voire des milliards dans des acquisitions. Oui. Alors, et on parle également du temps. Le temps se moque de ce qui se fait sans lui et pour s'améliorer, il faut du temps. Tout prend du temps, tout progresse, certes, mais tout prend du temps. Mais qu'en est-il de l'échelle pour arriver à passer à l'échelle suivante? Je pense que dans les années à venir, on va faire face à de la croissance dans ce secteur, mais quels sont les défis auxquels nous serons confrontés lors de cette croissance? Alors écoutez, René en parlait. Nous avons deux voies à suivre. Tout d'abord, nous devons accélérer. Nous n'avons pas toutes les technologies en interne, par conséquent, nous sommes à la recherche d'investissements. Nous souhaitons investir dans certaines start-up en qui nous avons confiance. Cela fait partie de notre stratégie parce que nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Et il y a de nombreux fruits, légumes différents, de nombreux climats différents. Donc on ne peut pas s'attaquer à tout, hein, qui trop embrasse mal étreint. Mais le défi, néanmoins, n'en demeure pas moins qu'il faut aller aussi vite que possible. Nous devons également faire croître, augmenter nos connaissances en interne pour compenser la vitesse des startups. Et ce que nous devons essayer de faire également en termes d'affaires, en termes de business, en tant que fabricant, nous avons besoin de retour sur investissement, nous avons besoin de pouvoir dupliquer et nous devons accélérer la courbe d'adoption. Donc bon, on sait comment s'y prendre. Cela fait partie de notre ADN. On parle des tracteurs, des combinés. Et donc, il va falloir utiliser cet atout qui est dans notre jeu. Mais nous avons besoin de stabilité également, dans un sens, parce que quand on a de la stabilité, eh bien, on peut anticiper et on peut commander à l'avance pour 12, 24 mois. On peut anticiper, on peut donc se préparer et on peut s'adapter pour toute la chaîne de valeur. Et donc ça, c'est quelque chose que nous devons apporter à cette industrie afin de pouvoir croître et croître rapidement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous savons tous, nous connaissons tous l'histoire des startups. La moitié d'entre elles ne seront plus parmi nous d'ici 5 à 10 ans. Alors, il y en a d'autres qui prendront leur place. Mais ça n'est pas un univers très très stable et donc et il en sera de même pendant plusieurs décennies. Par conséquent, nous devons apporter cette stabilité. Bien, merci. Pierre, la semaine dernière, lorsque nous parlions, nous avons parlé de la vitesse d'accélération du marché. À votre avis, comment allons-nous faire à l'avenir pour justement faire face à cette nouvelle donne? Alors, étant donné le prix très élevé des robots, je pense que ça pourrait aller très vite. Mais pour un certain nombre de machines, ça n'ira pas aussi vite que cela, à mon sens, en tout cas en termes de nombre de machines, quantité de machines, quantité de robots. Nos équipes
travail, nous avons une nouvelle technologie, nous faisons 150 millions de chiffre d'affaires, mais les équipes New Tech font 1,5% de chiffre d'affaires, donc ça pourrait doubler en 2 ans, certes. Ça pourrait doubler, mais juste en vendant 2 ou 3 robots. Finalement, parce que le prix du robot est tellement élevé, donc le chiffre d'affaires peut augmenter assez rapidement, et puis d'autant plus qu'il est relativement faible. Mais le prix d'un robot, c'est 300 000 euros. Donc, il y aura de la croissance, rapide, parce qu'on voit de nouvelles machines, on voit de nouvelles choses. Et puis, prenez par exemple, nous verrons aujourd'hui un robot israélien. J'en ai entendu parler ce matin, qui est capable de, je cherche le mot en anglais, qui peut tailler les vignes. C'est quelque chose qui n'existe pas. Si cette technologie fonctionne réellement, si elle est stable, si elle est fiable, alors ça sera un changement incroyable, parce que c'est quelque chose dont nous avons besoin dans ce secteur, si l'on veut remplacer toutes ces personnes qui ne veulent plus faire ce travail. Plus personne ne veut tailler la vigne. Et donc, ce serait vraiment une rupture technologique. Et ça opérera un bouleversement dans ce secteur. C'est une technologie qui n'existe pas aujourd'hui, et franchement, ça pourrait être le Graal. Oui, la technologie, elle ne ralentit pas. René, comment voyez-vous l'avenir? Écoutez, il est bon, Pierre, que vous parliez justement de ce robot de taille. Je suis un petit peu impliqué dans la recherche à ce sujet, et nous avons fait pas mal de travaux de recherche sur la taille, parce que finalement, on fait énormément pour la cueillette des pommes. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord pour moi, mais en ce qui concerne la recherche, il y a énormément de travail qui est réalisé sur la cueillette. Mais il faut arriver à détecter la petite pépite. Si c'était si facile, nous ne serions sans doute pas ici, mais nous serions sans doute sur la plage en train de nous dorer la pilule. Je pense qu'un très bon signe en termes de succès des robots, c'est ce pool de marché. Il y a des agriculteurs partout dans le monde. Ils suivent de très près la situation et eux, je pense, sont capables de faire les bons choix. Ils verront tout de suite si un robot est bon pour eux. Et donc, si l'on suit les choix et les décisions par ces premiers acheteurs, alors peut-être qu'on ira dans la bonne direction. Et ça ne sera pas forcément les modèles ou les marques auxquels on s'attendrait le plus. Donc, je pense qu'il faut suivre un petit peu et regarder de très près ce que feront les premiers agriculteurs. Et puis en plus, ça ne marche pas du premier coup, il y a toujours des problèmes. Mais suivons les agriculteurs, voyons quels sont leurs choix, parce qu'a priori, ils feront les bons choix, et pas seulement du point de vue technologique, ils feront également ce choix sur le plan du retour sur investissement. Effectivement, très bon point. Il y a des agriculteurs qui sont des investisseurs, il y a beaucoup de fabricants, de distributeurs, de machines, mais si l'on regarde l'avenir, comment pourrions-nous travailler ensemble pour plus de succès? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il manque à l'industrie pour l'instant? Eh bien, écoutez, de notre point de vue, de grands fabricants, nous avons besoin de retour sur investissement. C'est ça que l'on recherche finalement. On a besoin d'une proposition de valeur, on a besoin de stabilité, j'en ai déjà parlé. Il faut quelque chose de pertinent parce que les clients, ils ont des attentes très élevées. Et donc, il faut trouver un alignement entre la valeur de la proposition et son coût. Parce que finalement, nous avons accès à de nombreux fournisseurs. Et bien sûr,
On peut acheter des caméras, des capteurs, mais dès l'instant où l'on se met à industrialiser, ça n'est plus aussi simple que cela. Le jeu n'est plus du tout le même. Et il faut arriver à trouver un poids raisonnable, et un prix raisonnable sur le plan industriel signifie des volumes. Et c'est ça l'équation à laquelle nous sommes confrontés. Et nous voulons faire en sorte que tous ces agriculteurs, tous ces animaux aient accès à cela. Mais nous devons pouvoir fournir des composants stables, fiables, faciles à assembler, faciles à utiliser bien évidemment. Et car c'est cela notre objectif. C'est l'objectif finalement des investisseurs également, parce que nous avons cette capacité à également finalement trouver ces nouvelles technologies, à investir dedans. Nous savons, il y a un équilibre à trouver, mais il y a d'une part la demande, la pression sociale est là, elle existe. Nous parlons de pommes. Nous avons peut-être 20% des pommes sont gaspillées parce qu'on n'arrive pas à les cueillir à temps, ce qui est quand même très, très dommage, que ce soit pour le producteur ou pour les consommateurs, parce qu'on ne peut pas les cueillir à temps. Je pense que la pression sociale est là. Et donc, il faut trouver une solution à cette situation. Et puis, en plus, trouver un petit peu de rentabilité là derrière. Parce que, ma foi, nous ne sommes pas non plus une ONG. On a tous besoin d'un petit peu d'argent parce que tout le monde aime bien aller une semaine à la plage de temps en temps. Et donc, c'est nécessaire, ma foi, de pouvoir s'y retourner. Effectivement, la plage, il fait chaud. Alors, peut-être pas en février, oui. Effectivement, en février. Cela dit, en Californie, la situation est peut-être différente. Bien, plus sérieusement, Pierre, comment voyez-vous la collaboration entre les fabricants, les concessionnaires, les agriculteurs? Écoutez, nous, en tant que concessionnaires, on est un petit peu au milieu de la chaîne de valeur. Et puis, bien sûr, comment dire, nous nous adapterons, hein. Nous nous adapterons aux besoins des clients. Et notre tâche principale, disais-je, c'est de, déjà, opérer un suivi précis des technologies, voir ce qui existe et puis voir ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite, à partir de là, transférer ces besoins aux fabricants. Donc, les besoins des agriculteurs, on doit les rapporter aux fabricants. Et on doit, on est au milieu de la chaîne. Donc, si vous voulez, on doit parler aux deux bouts et puis être force de proposition, être utile. Et nous devons faire des démonstrations à des personnes qui ne veulent pas changer parfois. Notre travail, c'est d'arriver à les convaincre. Nous avons on a besoin d'envoyer nos commerciaux dans les champs pour qu'ils soient un petit peu plus insistants peut-être avec certains clients, parce que dans 90% des cas, les agriculteurs, ça va peut-être changer avec la nouvelle génération, mais ils veulent pas changer. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne, ils ont un système qui fonctionne, ma foi, pourquoi changer? Si vous leur posez la question, ils n'ont pas envie de changer. Au quotidien, ils n'ont pas envie de changer, un point c'est tout. Alors, il y en a peut-être quelques-uns, d'ailleurs il y en a de plus en plus qui viennent au FIRA, mais c'est une infime minorité, c'est un très petit pourcentage de clients qui se rend ici. Et ils ne veulent pas changer parce que finalement, quand vous connaissez votre boulot et que ça marche, vous n'avez pas vraiment de raison de changer, ça marche. Donc on a besoin de les écouter, mais on a également besoin de leur expliquer qu'il y a peut-être de nouvelles façons de procéder qu'ils pourraient mettre en œuvre dans leur champ. Oui, je suis tout à fait d'accord, et je pense que les médias ont également leur rôle à jouer, l'information, l'éducation, tout au long de la chaîne de valeur, c'est très important. René, de votre point de vue, comment pouvons-nous collaborer pour arriver à avancer la donne et puis, ma foi, nous soutenir? Alors, j'ai entendu le mot accès. Le mot accès, alors c'est un mot magique un petit peu, hein. Alors, accès aux médias, mais accès aux fonds, accès aux services, accès à la distribution, effectivement, tout cela, c'est très important. Et
Vous avez raison, Heather. En ce qui concerne les médias, effectivement, pour moi, je suis vous savez, un scientifique et la technologie me passionne et plus ça va, plus ça me passionne d'ailleurs, je dois dire. Mais nous avons besoin de prendre en compte le point de vue de l'agriculteur dans notre travail. Et donc, par conséquent, il faut leur parler. Il faut leur en parler des robots, voir un petit peu comment ils les voient, hein, et pas que les bons côtés, également les mauvais côtés. Les démonstrations, c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux parce que on voit ces mêmes personnes, on voit les qui viennent, qui sont peut-être un petit peu dubitatifs de prime abord, et puis finalement, on peut peut-être les amener à changer d'avis, et puis finalement, regardez, il y a ces robots qui font du désherbage maintenant, ça peut quand même être intéressant. Les médias ont leur rôle à jouer, le FIRA a son rôle à jouer, et puis ma foi, nous avons pris notre rôle au sérieux, car demain, à midi, j'espère que nous aurons le même parterre pour une petite cérémonie de remise de prix, et les candidats sont jugés du point de vue des agriculteurs. Alors peut-être que ça peut accélérer l'adoption, et je pense que cela pourrait être un excellent exemple de ce que les agriculteurs voient, pensent et dont ils pourraient avoir besoin dans 5-10 ans. Effectivement, en fin de compte, nous avons besoin d'entendre la voix des agriculteurs pour nous guider. Messieurs, merci beaucoup pour cet échange de points de vue. Pour ceux d'entre vous qui font partie des médias, il y a une petite visite de presse. Pour les autres, il y a des démonstrations. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir accordé ce temps qui vous est précieux. Avons-nous des questions de l'auditoire ? C'est très intéressant, mais est-ce qu'on voit des tendances similaires qui pourraient ouvrir plus d'opportunités pour la robotique dans le secteur peut-être de la production, Alors en fait, c'est le problème de la poule et de l'œuf, hein. Je vais essayer de répondre, hein, mais je l'ai dit, on a besoin de trouver une nouvelle approche culturelle, sociale, enfin... On a vu énormément de choses changer. On a vu énormément de changements ces 5 dernières années. Je pense aux amandes, aux olives, et on essaye de changer la densité de la plante. Bon, on sait que maintenant on essaye de travailler sur la cueillette des pommes. Bon, il faut vraiment voir comment l'on produit les aliments. Parce que nous sommes à cette étape où ce que nous voyons en face de nous, devant nous, c'est une accumulation de leçons apprises ces 100 dernières années. Et puis tout d'un coup, se présentent à nous de nouvelles solutions alternatives. Je pense à ce système de désherbage électronique. Mais rien ne remplacera finalement ce qui existe. Hein, je pense, par exemple, prenez le carburant. Bon, l'électrification, c'est très bien, mais il y a des contraintes. Et par conséquent, il nous faudra changer notre approche, quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un travail qui est en cours, c'est un travail progressif. Nous, en tant que fabricants, on propose des solutions. Les producteurs, eux, ont besoin qu'on prenne en compte leurs pratiques, mais ils doivent également adapter leurs pratiques, parce qu'il y a de nouvelles pratiques, finalement, qui se mettent en place. Et puis, je pense que les producteurs vont s'y adapter, parce que les cultivateurs vont s'adapter, parce que on l'a vu la semaine dernière, les agriculteurs se plaignaient des contraintes environnementales, mais ils vivent avec cela, et donc si vous voulez, ils vont changer. Ce qui est essentiel, c'est d'attirer les talents. Pas seulement sur les fermes, pas seulement dans les concessions. Nous avons
Parce que nous avons toujours cette impression que l'agriculture, c'est sale, c'est de l'huile, de la boue, de la mécanique, de la poussière, c'est sale. Mais ça n'est plus vrai, ça n'est plus vrai. Et par conséquent, il est difficile d'attirer des gens qualifiés. Et je pense que là, les médias, nous tous, nous devons pousser en ce sens, nous devons pousser cette jeune génération à venir nous rejoindre, parce que ça n'est plus ce que c'était. Oui, alors, j'ai une question concernant l'aspect juridique de la robotique. Pensez-vous que des lois pourraient nous empêcher de nous développer? Et puis, ne pensez-vous pas qu'il y a le risque qu'une fois que vous aurez acheté un produit, finalement, il sera interdit pour des raisons juridiques? Et donc, vous, en tant que... Qu'est-ce que vous faites en ce sens? Écoutez, c'est délicat. Je suis le premier à me plaindre de ces règles qui ne sont pas assez contraignantes. L'Union européenne est extrêmement lente, les États-Unis, le Japon aussi. Bon, bref. Mais d'un autre côté, je suis également inquiet. Quand aurons-nous un véritable accident? Et puis, il va arriver cet accident tôt ou tard. Tôt ou tard, il y aura à un moment un accident grave dans les champs un jour. Et nous devons être prêts. Et nous devons être prêts. Et regardez Tesla, par exemple. Hein. Regardez, prenez l'exemple de Tesla. Donc, n'oubliez pas, les véhicules autonomes, il n'y a plus de personne, enfin, en théorie, si vous voulez, hein, même s'il y a un superviseur, enfin bref. Le problème, c'est que c'est la marque qui sera affectée directement. Donc, si vous avez une voiture, c'est Tesla. Hein. Il y a eu un problème avec la voiture Tesla. Ce n'était pas un problème de conducteur. Alors, peut-être que le conducteur n'a pas fait la bonne manipulation, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la marque qui est impactée. Et donc, nous devons effectivement accélérer les choses, mais nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Nous avons le temps pour encore une question. Intervention hors micro. Les interprètes n'entendent pas. Intervention hors micro. Est-ce que monsieur peut prendre un micro, si vous voulez la traduction? Écoutez, j'ai un super exemple. Les systèmes de désherbage électrique par opposition à la pulvérisation. Les gens comprennent qu'il devient de plus en plus dangereux d'utiliser des pesticides. Hein. Il a fallu, enfin, ça a pris 30 ans hein, pour se rendre compte que le glyphosate, c'est pas bon pour la santé. Bon. Maintenant, si vous faites du désherbage électrique, c'est encore pire. 6000 volts. Prenez. Mais les gens ne comprennent pas, ils ne voient pas que c'est dangereux. Et donc, ils arrivent de plus en plus proches. Et puis finalement, peut-être qu'il y aura un accident. On espère que non, hein. Mais c'est nouveau. Intervention hors micro. Oui, bien. Question suivante. Nous nous concentrons ici sur des robots qui coûtent cher. Et on cherche des solutions pour permettre aux agriculteurs de s'équiper. Mais si l'on pense long terme, je me pose la question de savoir si vous autres, vous avez observé ou si vous attendez à voir peut-être que l'on introduirait des robots agricoles dans les pays pauvres parce que la population africaine va augmenter de plusieurs milliards de personnes d'ici la fin de ce siècle. Et donc, je me pose la question de savoir si... Enfin... il pourrait y avoir, par exemple, là-bas, des adaptations... Et prenez le cas de la téléphonie. Il y a des pays où il n'y a jamais eu un poteau
télégraphe ou un fil, un câble téléphonique installé. Et ces pays sont passés directement finalement à la téléphonie mobile sans passer par la téléphonie filaire. Ne pensez-vous pas qu'il en sera de même pour la robotique dans certains de ces pays? Pourrait passer directement au robot sans passer par le tracteur. Écoutez, effectivement, cela revient à l'impact social, la pression sociale dont je parlais. Nous devons rendre cela accessible au monde entier. Il y a des machines qui cueillent des fruits à des prix assez accessibles. J'aime bien l'idée des drones, ces petits drones sur le riz dans des pays en développement. On les voit et c'est réaliste. Vous pouvez acheter un drone, pas trop cher, en fait, à très bon prix, très facile à utiliser, très facile à piloter, juste avec un téléphone portable. Parce qu'en fait, cette jeune génération, ils ont tous un téléphone portable. Et même là-bas, ils ont tous des téléphones portables. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose de plutôt attractif. Et il est facile de maintenir ces personnes à cultiver des zones très petites, comme 1 hectare. Et donc, effectivement, on se penche sur cet aspect des choses. Mais pour nous, même pour nous, ça n'est pas si simple que cela parce que, en fin de compte, il faut qu'on reste rentable, hein, il faut le dire. Nos décisions sont prises en fonction de l'aspect financier des choses, hein, mais nous essayons de trouver un équilibre. C'est pas facile. Merci infiniment, Thierry, Pierre et René. Merci beaucoup à tous. Bonne journée, bon FIRA.